Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de lecture, comme d'habitude. On continue avec des avis lecture, parce que la dernière fois, je vous ai parlé des livres qui allaient jusqu'à fin août. Et là, en septembre, j'ai déjà lu 4 livres et je suis dans mon 5e. Donc, je vais vous en parler, comme ça, je vais pouvoir prendre mon temps pour vous parler de chacun d'eux. Alors, le premier dont je vais vous parler s'appelle Celle qui reste de Samuel Barbier. J'avais jamais vu le prénom Samuel au féminin, c'est la première fois. La couverture est assez sympa, c'est chez Hugo Roman. Je vais vous lire la 4e de couverture qui résume très très bien le livre et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Celle qui reste est une histoire de sœurs, de femmes, de liens si puissants que les rompre bouleverse tout. Clara est l'aînée, la sage, l'exemple à suivre, celle qui fait tout comme il se doit, quitte à grincer des dents en se forçant à sourire. Constance est la cadette, si discrète qu'on en oublie qu'elle existe, jusqu'à ce qu'elle décide de cesser d'exister en se jetant du haut d'un pont. Lucie est la benjamine, celle qui rit trop fort, parle trop fort, vit trop fort, parce qu'elle a peur qu'on l'oublie. Mais il y a aussi Marielle, qui elle n'a ni sœur, ni frère, ni enfant, tout juste un vieux chien obèse. Celle qui a consacré sa vie aux autres pensait arriver au bout de son chemin, dans l'indifférence, jusqu'à ce qu'un ange vêtu d'un manteau rouge se jette d'un pont, juste devant elle et remette tout en question. Donc vous voyez, tout est dit dans la 4e de couverture. Dès le début du roman, on assiste à un suicide. Constance, qui est donc la petite sœur de Clara, la grande sœur de Lucie, se suicide du haut d'un pont, un pont qu'elle connaît bien, sur lequel elle est allée de nombreuses fois avec ses sœurs. Et au début, on ne sait pas en fait pourquoi elle saute du pont, on ne sait pas si elle est dépressive, si... Bon, à nous d'imaginer pourquoi elle saute de ce pont. Et en fait, quand elle saute de ce pont, il y a une dame qui promène son chien sur le bord du canal, et qui assiste, donc c'est Marielle, qui assiste à cet événement, cette jeune femme qui se jette à l'eau. Et sauf que Marielle, qui est une ancienne infirmière, ne sait pas nager, donc elle ne peut pas aller la secourir. Elle appelle les secours, les pompiers, mais malheureusement ils arrivent trop tard. Ils n'arrivent pas à la réanimer, enfin c'est vraiment beaucoup trop tard. Et donc, suite à cet événement, Marielle va prendre des décisions dans sa vie, qu'on va découvrir tout au long du roman. Et on va suivre en parallèle l'histoire justement des deux sœurs qui restent, celles qui restent, Lucie et Clara, qui vont réagir différemment parce que ce qui est normal, on n'a pas tous la même réaction face à des événements pareils. Elles sont toutes les trois, elles n'ont plus leurs parents, elles avaient une relation très forte, des liens très forts. Et du coup, elles sont choquées par le suicide de leur sœur. Ils se demandent pourquoi elle a fait ça. Et voilà. Donc, c'est un roman qui part d'un suicide au début, donc quelque chose de très triste. Mais après, la construction du roman fait que ça ne devient pas triste. Il y a des moments tristes, bien sûr, mais le roman laisse une part d'optimisme. On voit comment les gens se relèvent face à un drame pareil. Et j'ai trouvé ça... très bien écrit, l'histoire est simple, c'est pas prise de tête, c'est si très très vite. On se pose les questions en même temps que les sœurs, voire un petit peu avant. Moi j'avais déjà ma petite théorie dès le début du roman qui s'est avérée juste, donc ça c'est assez chouette aussi. Je pense que je voyais déjà, rien qu'en lisant le titre au début, quand je l'ai choisi à la bibliothèque, je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais rien qu'en lisant le titre, je me disais déjà que ça allait nous parler de femmes qui restent après quelqu'un qui est mort. Donc je ne savais pas ce qui allait se passer dans le roman, mais j'avais déjà ma petite idée. Et j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite. Alors déjà il est court, il ne fait que 223 pages. Et 223 pages chez Hugo Roman. Vous voyez, à chaque fois qu'on change de chapitre, on change carrément, on fait une page blanche plus, après on revient sur le truc. On perd la moitié de la page à chaque début de chapitre et c'est écrit assez aéré. Donc il se lit vraiment très très bien. Moi je l'ai lu en une seule journée. Et c'était une bonne surprise parce que je l'ai pris un peu par dépit à la bibliothèque. Je ne savais pas quoi prendre. La couverture me plaisait bien. J'ai dit pourquoi pas celui-ci.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc ça a été une bonne lecture, même si, encore une fois, ça a parlé de deuil, donc ça m'a pas mis dans un mood très, très gai, mais c'est la vie. Voilà, je me dis que peut-être que si je lis autant de choses sur le deuil, bah, c'est peut-être que ce moment-là, dans ma vie, en ce moment, je dois passer à autre chose. C'est peut-être aussi pour m'aider à faire moi mon deuil aussi. Je me dis ça, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est une bonne lecture, celle qui reste, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu quelque chose de très 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 différent. J'ai lu un thriller dont j'ai entendu parler, je sais plus sur quelle chaîne, peut-être la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre, je pense que c'est chez elle que j'ai dû en entendre parler. Derrière la haine de Barbara Abel. Ah ou non, peut-être chez Triple L de Mag. Elle a dû parler de cette autrice-là et quand je suis allée chercher, je suis tombée sur cette couverture. Et j'ai tout de suite eu très envie de le lire. Parce que quand vous voyez le titre Derrière la haine et que vous voyez justement la couverture, ces deux maisons avec une haie en plein milieu, je me dis ça, derrière la haine, derrière la haie. Le jeu de mots était vraiment très, très sympa, c'est sombre, c'est un thriller vraiment noir et j'avais très envie de le lire. Donc aussitôt je l'ai commandé et dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. Il fait 340 pages et pareil, je l'ai lu en une journée. Ouais. En 24 heures, il était fini, je l'ai avalé. Je vous lis la quatrième de couverture. D'un côté, il y a Tiffaine et Sylvain, de l'autre, il y a Laetitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble comme des jumeaux, jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Voilà, donc je crois que c'est une autrice belge, je crois. L'histoire se passe en France, plutôt en région parisienne. Donc au début, ça commence assez bizarrement. On assiste à une bagarre entre les deux voisines, donc les deux mamans. Mais on ne sait pas à ce moment-là pourquoi elles se bagarrent. Et en fait, dans les pages dans la première partie du roman, on va nous expliquer ce qui s'est passé avant cette scène. Donc à partir du moment où les deux familles emménagent dans cette maison, comment ils vont nouer leur amitié, comment ces deux petits garçons vont grandir en étant voisins et hyper proches, amis et tout ça, jusqu'au moment du drame. Et du coup, la scène du début, les premières pages, on les a en double. On les a au début du livre et après au milieu du livre, quand ça se passe vraiment, donc dans la bonne temporalité. Et donc la deuxième partie du roman se passe après ce drame, où on est dans les pensées de chaque parent. En fait, d'un côté, il y a les personnes qui culpabilisent de telle chose, d'autres qui accusent une autre personne de telle chose. Et ça se mélange, il y a des rebondissements. Nous-mêmes, on se demande ce qu'on aurait fait dans cette situation-là en tant que parents. Enfin, c'est très sombre. Ça fait vraiment marcher notre psychologie. Ça nous remue un petit peu quand même. Et je vous dis qu'une fois que vous avez fini ce livre-là, vous vous demandez si toutes vos fenêtres sont sécurisées. Et voilà, on voit les fenêtres différemment. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Et surtout, la fin est noire de chez noir. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de fin. Mais je trouve ça bien aussi d'avoir des fins comme ça. C'est vraiment noir. Et je sais qu'il y a une suite en plus à ce roman. Il y a une suite qui se passe quelques années plus tard. Je ne sais pas encore si je la lirai ou si j'ai envie de finir sur cette fin-là. Je ne sais pas encore. Je risque de me laisser tenter. Mais en tout cas, ce roman-là, ça a été vraiment très très bien. Même si c'est sombre, mais ça change du quotidien. On était à fond dans le suivi des personnages, ce qu'ils pensaient, comment on essayait de deviner comment ils allaient réagir et quelles conséquences ça allait avoir après sur les autres. Donc voilà, donc j'ai trouvé vraiment ce thriller excellent. Et donc Barbara Abel va être notée dans mes autrices chouchous et favorites et je vais regarder ce que je peux lire d'autres d'elle. Donc voilà, donc si vous cherchez un bon thriller, celui-ci est vraiment bien. Ensuite, j'ai lu un autre roman de la bibliothèque que j'ai pris, pareil, un petit peu par dépit. C'est Les Extraordinaires de Julien Sandrel. J'en avais déjà entendu parler sur certaines chaînes YouTube, mais je me souvenais plus de quoi ça parlait. Ça n'avait pas dû beaucoup me marquer, donc je m'en souvenais plus. Même la couverture ne m'avait pas donné d'indice, pour vous dire.
Donc je vais vous lire la quatrième et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Elle est un petit peu longue. Dans l'entourage d'Anna, tout le monde le sait. À 6 ans, sur l'estrade du spectacle de fin d'année, elle a clamé qu'elle voulait être astronaute. 40 ans plus tard cependant, Anna est bien loin des étoiles. Elle est médecin généraliste et sa vie est trop sage, arrêtée net par un très grand chagrin. Mais ce soir, pour son anniversaire, ses proches lui ont réservé une surprise. Ils l'ont inscrite en grand secret au concours de l'Agence spatiale européenne qui recrute ses futurs astronautes. Bien sûr, Anna leur dit qu'ils sont fous, remercie et refuse. Mais le piège affectueux est bien tendu. Un jour, Anna a promis à son plus jeune fils, Michael, qui se battait contre une maladie grave, de tout faire pour réaliser ce rêve de partir dans l'espace. Anna ne peut renier son serment et se lance à corps perdu dans l'aventure. Lors de la première sélection, elle rencontre un petit groupe de candidats qui a décidé de s'entraider. Ils se sont baptisés les extraordinaires. Anna sait bien que ses chances sont minces, mais épaulée par ses amoureux de l'espace aussi attachants que courageux et drôles, elle n'y peut rien, elle se met à croire à l'impossible. Alors, voilà, vous avez compris, en fait on va suivre quelques personnes dont Anna qui se sont inscrites pour participer aux sélections des futurs astronautes. Au début ils sont plusieurs milliers et après ça se réduit petit à petit. Et en fait, c'est extraordinaire. Donc, c'est un petit groupe de personnes qui vivent dans le sud-est de la France, qui vont s'entraîner justement. Ils vont s'entraîner pour justement ces sélections. Et on va les suivre petit à petit dans cette aventure-là. Et on va apprendre la vie, le passé de chacun. Ils ne sont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous le même vécu. Chacun a ses failles, ses blessures profondes et tout ça. Donc, en théorie, ça aurait dû être quelque chose de très touchant. De très touchant, vu la difficulté des choses qu'ils ont vécues, j'aurais dû être plus émue que ça en fait. Parce que les thèmes abordés sont émouvants, mais je sais pas pourquoi les mots de l'auteur, la plume de l'auteur n'ont pas réussi à me faire ressentir ces émotions. Je me suis assez ennuyée, j'ai trouvé que c'était trop prévisible. Et bah, du coup, ça n'a pas marché sur moi. Il y a un petit peu l'histoire d'Anna qui m'a intéressée. Mais pareil, j'ai su très vite dans le livre comment ça allait se terminer. Je me suis dit, ils vont forcément nous emmener sur cette piste-là. Et ça n'a pas loupé. Et il faut vraiment attendre la toute fin pour avoir la certitude que ce soit ça. Mais voilà, il est plus long que l'autre. Il fait 380 pages. Il se lit assez facilement parce que bon, ça aéré, il se passe des choses, mais je ne l'ai pas trouvé. Après, j'ai appris des choses sur les sélections des astronautes, sur l'île de Tenerife. Donc, j'ai appris quelques petites choses que je trouvais sympas, mais ça a été juste une lecture sympa, une lecture passe-temps, mais je n'ai pas, j'ai pas accroché au style de l'auteur. Voilà pour Les Extraordinaires de Julien Sandrel. Et enfin, j'ai enfin lu Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan. Donc ça faisait des mois que j'en entendais parler, je l'avais marqué sur ma wishlist et après je me suis dit non, en fait ça va peut-être être un peu trop cliché et j'ai pas envie de le lire. Et j'en ai réentendu parler il y a peu de temps et je me suis dit si, il faut quand même que je le lise, qu'au moins que je me fasse ma propre idée. Et donc je me le suis commandé, toujours, je crois que c'est sur Vinted. Ah non, c'était pas sur Vinted, c'est peut-être sur la bouquinerie de Sarre peut-être, je ne sais plus. Donc je vous lis la quatrième de couverture et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Le succès ne se fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés, jusqu'au jour où sa fille disparaît. Des années Loft Story aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Donc, la quatrième de couverture est claire également. On suit en fait, on a deux parcours qui se croisent, deux parcours de femmes. On a d'un côté Mélanie, qu'on découvre adolescente au moment où il y a la première édition de Love Story, donc ça devait être en
Je crois que c'était en 2000. Je crois que c'était en 2000. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on a Mélanie qui doit avoir 17 ans, je crois, à ce moment-là. Et elle est fascinée par Love Story. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est un jour, elle aussi, faire ce genre de choses. Et on a d'un autre côté Clara, qui elle regarde Love Story aussi, mais en cachette parce que ses parents sont contre déjà la télévision. Elle a dû faire des sittings et tout ça pour pouvoir avoir une télé chez elle, mais qui est très réglementée. Sauf que comme ses parents sont pas souvent chez eux, bah, elle peut tricher et regarder plus souvent. Et elle regarde Love Story, mais elle regarde ça d'un œil un peu bizarre, curieux. Elle trouve ça vraiment curieux. Et donc on a ces deux femmes qu'on découvre adolescentes dans les premières pages, et après on les retrouve quelques années plus tard, une fois adultes. Mélanie, on la retrouve en fait, elle s'inscrit à une télé-réalité, enfin une émission de télé-réalité, mais en fait dès le début elle est recalée, je crois dès le premier épisode, quelque chose comme ça, donc tout le monde l'oublie. Et elle vit assez mal cet échec. Et de l'autre côté, Clara, on apprend que ses parents qui étaient des militants, qui faisaient plein de manifestations, qui étaient très engagés, qui l'emmenaient avec eux à toutes leurs manifs, même quand elle était toute petite et tout ça. D'un seul coup, elle se retrouve orpheline à 25 ans, ses deux parents meurent, son père d'un accident et sa mère quelques mois plus tard. Donc elle se retrouve toute seule à l'âge de 25 ans. Et elle avait décidé de devenir policière. Oui, un genre de policière, enfin les procédurières, donc elle s'occupe de tout ce qui est procès verbal, que tout soit en règle et tout ça. Et Mélanie, suite à cet échec, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais elle finit par rencontrer un homme à qui elle se marie, elle a des enfants, qui apparemment la soutient dans tout ce qu'elle fait, elle est très heureuse. Et elle décide à un moment donné, quand elle a son deuxième enfant, de créer sa chaîne YouTube qui tourne autour de ses enfants. Au début, elle ne se montre pas elle-même. Elle filme que ses enfants dans le genre de vidéos où ils font des déballages de jouets, des concours de nourriture, celui qui mangera le plus de chips, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui marchaient beaucoup il y a quelques années, qui marchent peut-être encore sur YouTube, je ne sais pas du tout, c'est pas le genre de choses que je regarde. Et d'un autre côté, bah, on a Clara qui a sa vie de flic solitaire, qui ne se marie pas, qui a pas non plus d'aventure. Elle a eu un grand amour, mais elle s'est séparée, je sais pas, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle tient à rester seule. Et à un moment donné, la chaîne de Mélanie se développe, mais vraiment, elle a des millions et des millions d'abonnés. Et au bout d'un moment, quand sa deuxième fille a 6 ans, je crois, sa petite fille se fait kidnapper. Et bah, du coup, ils vont à la gendarmerie. Et c'est là que les deux femmes vont se rencontrer. L'une a perdu sa fille et l'autre bah, est chargée d'enquêter sur la disparition de cet enfant. Donc voilà l'histoire. Et en fait, dans l'histoire, on va nous raconter justement bah, ce que fait cette maman sur YouTube, comment elle met en scène ses enfants sur YouTube, comment vont vivre ses enfants, ce qu'ils vont en penser réellement. On va voir de l'autre côté comment les enquêteurs vont décortiquer la chaîne pour savoir si c'est quelqu'un qui suivait la chaîne qui a enlevé cette petite fille, si elle peut être encore vivante, s'ils vont la retrouver. Donc il y a tout ça qui est très très intéressant. Donc c'est une enquête policière, mais c'est plus centré sur la protection des enfants, la maltraitance des enfants, l'abus de pouvoir des parents et tout ça. Donc c'est vraiment très très bien mené. Le livre est très très bien écrit, très bien renseigné. Je pense qu'il y a plus de monde qui devrait le lire. Je pense qu'il n'a pas été assez mis en valeur, ce livre, même si j'en ai beaucoup entendu parler. Je trouve que c'est pas assez démocratisé. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus en parler. Parce que là, dans ce roman-là, on nous parle des enfants stars de YouTube. Donc c'est déjà une première chose. On en a beaucoup parlé apparemment il y a quelques années. Il y a eu plein de reportages qui ont été faits. Il y a eu des lois qui ont été mises en place justement pour protéger ces enfants. Même si honnêtement je ne suis pas sûre que ça ait donné grand-chose. Mais je pense qu'on pourrait élargir ça à beaucoup de choses finalement, parce qu'il n'y a pas que les chaînes justement
qui sont dédiées aux enfants, où on ne voit que les enfants. Il y a aussi toutes les chaînes, je pense, qui rentreraient dans ce spectre-là, les chaînes familiales où les parents filment leur quotidien sous forme de vlog et tout ça, mais qui finalement tout tourne autour des enfants, où ils parlent des difficultés des enfants, les filment dans des situations où des fois ils pleurent, des fois ils sont en sous-vêtements, en maillot de bain. Et on sait très bien aujourd'hui que maintenant, pour enlever des images d'internet, c'est très très difficile. Une fois que les images ont été reprises et reprises et reprises, on ne peut plus les faire disparaître. Et ces enfants, on ne sait pas, dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans, s'ils veulent faire telle ou telle profession, ça peut leur créer des problèmes aussi, alors qu'ils n'ont rien demandé en étant enfants. Donc voilà, donc il faut se questionner sur ce genre de choses. Et après, l'autrice nous amène aussi dans le futur, où même nous déjà en 2023, on a déjà tout ce qui est vidéosurveillance, les réseaux sociaux et tout ça. Mais elle nous emmène en 2030 où les choses sont encore plus filmées, où il y a encore plus de traces de nous partout, 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 que ce soit avec les cartes bancaires, les téléphones, les vidéosurveillances, toute la domotique de la maison, enfin tout ça, tout ça, tout ça, les transports en commun. Voilà, donc elle nous emmène un petit peu plus loin encore pour nous faire réfléchir, nous questionner sur le rôle de ces caméras qui nous surveillent en permanence, ce qu'on en fait par la suite, sur notre droit à l'oubli. Donc voilà, et dans ce roman, quand on arrive en 2030, justement, on revient avec les deux enfants qui étaient des enfants stars de YouTube au début du roman, qui ont grandi, qui sont adultes, et on voit comment ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans le futur. Je pensais qu'on allait vraiment se concentrer sur la disparition de la petite fille et voir si on la retrouvée ou pas. Mais je ne m'imaginais pas voilà, les retrouver dans le futur et savoir ce qu'ils étaient devenus, ainsi que la maman. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. On nous parle aussi de la psychologie, en fait, finalement, de Mélanie, la maman qui ouvre la chaîne YouTube pour ses enfants. Parce que dans cette envie de reconnaissance, d'être aimée sur YouTube, d'avoir plein de gens qui la suivent et tout ça, et sur Instagram aussi, parce qu'elle a aussi un compte Instagram, en fait, ça nous montre qu'elle a autant besoin de reconnaissance parce qu'en fait, elle a très peu eu d'amour par le passé. On a quelques scènes qui se passent durant son enfance et son adolescence, où en fait, on se rend compte qu'elle n'a pas eu du tout d'amour maternel. Sa mère a été quelqu'un d'horrible avec elle. Autant sa mère a toujours soutenu sa sœur aînée. Sa sœur est parfaite aux yeux de sa mère, tout ce qu'elle fait est génial. Et Mélanie n'a jamais eu les encouragements, le soutien dont elle aurait eu besoin de la part de sa mère, de ses parents. Et donc ce manque-là fait qu'en grandissant, justement, elle recherche cet amour ailleurs, d'une manière maladroite. Et en pensant qu'à elle, finalement, elle ne se rend pas compte qu'elle fait du mal à ses enfants. Elle ne se rend pas compte qu'elle les met en danger. Et même après l'histoire de la disparition de sa petite fille, elle ne se remet pas en cause. Et voilà. Donc ça montre aussi les troubles qu'ont les personnes et le fait que les réseaux sociaux soient aussi ouverts à tant de monde. Ça nous montre à quel point ça peut être dangereux et incontrôlable. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui est vraiment pas très long. Hein. Il fait que 350 pages, même pas. Mais elle arrive à faire passer beaucoup de choses, beaucoup de messages dans ce roman. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment sous forme de roman, c'est vraiment juste une histoire. Mais voilà, je trouve qu'elle s'est beaucoup renseignée, j'imagine. Et ça fait quelque chose de vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai hâte d'aller lire ses autres romans parce que je pense que je peux tout autant aimer ses autres sujets. Voilà, donc franchement, je vous le recommande. Et voilà pour les 4 livres qui sont déjà lus. Samedi soir, j'avais commencé celui-ci. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol. Et en fait, je comprenais rien. Je comprenais rien. Et souvent, en bas de page, il y avait une référence à un autre livre de cette autrice. Et puis, j'ai l'impression de ne pas comprendre. Et il faudrait que j'aie lu l'autre livre avant pour comprendre tout ça. Et j'en suis quand même arrivée à la page 125. Et dimanche sur Instagram, j'ai posé la question si c'était normal que je comprenne rien. Et plus tard, l'autrice m'a répondu. J'ai trouvé ça vraiment très sympa.
qui me dit qu'en fait, oui, en effet, c'est une suite, c'est le tome 3. D'abord, il y a les yeux jaunes du crocodile, ou des crocodiles, puis la valse lente des tortues, et donc ça, c'est le tome 3. Mais ce qui est franchement agaçant, c'est que c'est écrit nulle part, ni sur la tranche que c'est un tome 3. On ne nous parle même pas, sur la 4e de couverture, des 2 autres romans qui arrivent avant celui-ci. Et pourtant, ça manque vraiment. Là, j'en suis arrivée à la page 125. Et là, je commence à peine voilà, à imaginer un monde, une histoire. Tout ce qui s'est passé avant, ça a dû être raconté dans les 2 livres d'avant. Et du coup, je galérais à essayer de mettre en place les événements et tout ça. Et c'était vachement fastidieux. Donc, je l'ai arrêté en sachant ça. J'ai commenté les 2 autres pour les lire avant. Et je reviendrai plutôt à celui-ci. Mais en attendant, bah, je le mets sur pause parce qu'il fait quand même 900 pages. Donc, si je galère tout le roman, ça va vraiment pas être sympa. Et du coup, pendant que je me mets pause sur celui-ci, je me suis pris dans la bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque, un Agatha Christie. Ils étaient 10, donc je pense pas avoir déjà lu d'Agatha Christie. Franchement, je pense pas. Ou alors ça fait très très longtemps et je m'en souviens pas. Donc c'est au livre de poche, j'aime beaucoup cette couverture. Au livre de poche avec les 2 cornets, les coins comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Je vous lis la 4e de couverture, après je vous dis où j'en suis. L'île du soldat a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire, une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, quand ils reçoivent une invitation à y passer des vacances, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent tous les 10. C'est bien parce qu'ils ne vous racontent pas l'histoire, ils vous racontent vraiment que les premières pages, donc je trouve ça assez sympa. Donc en effet, ils étaient 10, ça se passe en Angleterre. 10 personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à aller sur une île. Ils invoquent tous des liens, mais c'est pas très clair. Ils ne savent pas trop qui est-ce qui les a invités. Mais ils vont quand même, ces 10 personnes. Ils se retrouvent sur cette île et en fait, ils se retrouvent en fait en huis clos. Et ils peuvent pas en partir parce qu'il n'y a pas de bateau. Et donc voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à la moitié. Et je trouve ça vraiment très sympa. C'est rigolo parce que déjà l'ambiance est assez pesante. Ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Et en même temps, dans les personnages, dans le dialogue entre eux, souvent ils disent mais ça pourrait vraiment être une histoire qu'on voit dans un roman. Enfin, c'est le genre de choses, voilà. Et je trouve ça très drôle d'avoir ce genre de dialogue dans un roman, justement, qui fait référence à ouais, mais cette histoire, ce serait vraiment quelque chose digne d'un roman, d'un livre policier et tout ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Ça se passe assez bien, enfin, ça se déroule facilement. Et j'aime beaucoup, voilà. C'est mon premier Agatha Christie, mais je pense que ce ne sera pas le dernier. En plus, les Agatha Christie, apparemment, sont assez courts. Celui-ci, il fait à peine 300 pages, et je crois que c'est à peu près le cas de tous. Donc ça peut être sympa de s'en lire un de temps en temps si ce sont des policiers. Et donc voilà. Donc je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt.